Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue à tous dans un nouveau podcast Tribu de Radio Ma'arif à la poursuite de qui nous sommes. Et aujourd'hui, nous sommes avec quelqu'un qu'on connaît bien, Mustafa Kadeli. Salut. Bonjour. Comment ça va? Ça va, bonne reprise. Tout va bien? Oui. Voilà. Comment était ta Coupe du Monde? Ah bah écoute, fabuleux. Ndirunia et le reste suivra. Exactement. Est-ce que tu t'es senti glorieux? Glorieux, non, ça fait plaisir, pas la gloire, mais ça fait plaisir en tout cas. Et puis voir quand même des jeunes montrer leur capacité d'aller au-delà. Parce que ces histoires, bon, des développés, des sous-développés, de ceux qu'on a l'habitude de voir les finales et ceux qu'on n'a pas l'habitude, ceux qui amusent la galerie pour participer. Bon, là quand même, ça a renversé le tout et je crois, bon, que tout le monde s'est reconnu un petit peu dans cette équipe du Maroc grâce à Nia qui a beaucoup joué. Bon, bah écoute, moi je me suis senti glorieux, je te le dis. Il n'y a pas de problème. Alors on a décidé de te convoquer pour... on a souvent entendu parler dans les podcasts Histoire, ça a commencé dans les podcasts Histoire, par les trois grandes familles de tribus marocaines, les Snhaja, les Msmouda et les Zneta. Je vous les ai donnés du sud au nord, qui ont donné comme dynastie régnante, dans l'ordre, les Almoravides, Snhaja, les Almohades, Msmouda et les Mérinides. Absolument, Voilà. Rien à dire. Et il suffit d'ouvrir n'importe quel article sur la structure de la population marocaine pour tomber très vite sur ces trois grandes familles avec leurs caractéristiques. Alors on a décidé de les explorer une à une et de commencer ce podcast par le sud en te demandant de nous parler des Snhaja. Oui. Qui nous ont donné les Almoravides, mais ça ne veut pas dire que les Snhaja n'existaient pas avec les Almoravides. C'est justement la synthèse, bien sûr. C'est Ibn Khaldoun qui nous a laissé cet idéal type, comme on les appelle. C'est-à-dire les trois familles, on les doit à Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, absolument. Donc on bosse avec un truc qui date de 1400. Oui, toujours en vigueur. Parce que, bon, jusqu'à Ibn Khaldoun, mais on a des noms qui remontent, je veux dire, à l'Antiquité, avec les sources en grec ou bien les sources en latin, sur les noms qu'on a l'impression qu'ils ont disparu, mais au fait, c'est juste des déformations. Par exemple, on a les Jitu, les Garamantes, des noms... Les Otolol. Les Otolol. À chaque fois que je tombe là-dessus, je crois que c'est une plaisanterie. Non, c'est des déformations en latin ou en grec, mais par spéculation un petit peu, on peut les rattacher par les racines et retrouver le terme, par exemple, je sais pas moi, les Garamantes, pour certains, ça renvoie aujourd'hui à ce qu'on appelle les Guramen Sadat, les marabouts, c'est-à-dire une lignée qui nous a donné cette catégorie, ce qu'on appelle Sadat, les Guramen, qui sont les saints, mais qui ne sont pas des Sharfa. Parce qu'on mélange beaucoup, quand on dit Amrabit, le Morabit, etc., le Morabitin, c'est des saints sans généalogie chérifienne par rapport à ceux qui... Et les Otolol, c'est qui les Otolol? Excuse-moi d'insister. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui allait tripoter Wikipédia pour faire une plaisanterie. Les Otolol, quel mot peut ressembler à Otolol? Là aussi, je veux bien les Gétul, Xula, je veux bien, mais oui, Otolol, c'est quoi? Ça reste... Les Bakat. Les Bakawat. Les Bakat, c'est le Bakawat. Ça, c'est le système qui a succédé après l'assassinat de Ptolémée, roi de Mauritanie. Les Bakawats, c'est les chefs de tribus qui se sont réunis en congrès pour affronter Rome après l'assassinat du dernier roi de Mauritanie qui était Ptolémée, le fils du Joubadeux. Donc, tu vois, non, il y a six sourcés, il y a des chercheurs qui ont travaillé là-dessus. Bon, laissons les Romains tranquilles et parle-nous des Snhaja, Znaga, Iznagan. C'est les habitants du Sahara. C'est les Sénégalais, je sais pas. C'est les habitants du Sahara, du Grand Sahara. D'ailleurs, le mot Sahara, des fois dans les sources européennes, on trouve le désert du Sahara. Le mot Sahara est lui-même, en soi, non, c'est un terme toponymique. Oui. Oui, mais ça veut dire, le mot, par exemple, en Arabie, c'est le Beïda. Le Beïda, le Beïda, c'est un toponyme, c'est un nom de lieu. C'est un nom de lieu. C'est-à-dire, c'est des noms de lieux qu'on ne peut pas transporter. D'une manière générique, ça devient le mot Sahara désigné désert, certes, mais en même temps, c'est un toponyme associé qui va de la mer Rouge à l'Atlantique. Donc, il est immense. Et il y a énormément de populations. Si on vient depuis l'Éthiopie jusqu'à l'Atlantique, je veux dire, le nombre de populations qui habitent dans cet espace est très important. Les plus connus, bien sûr, qui maîtrisent cet espace, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les Touaregs, les gens de Targa. Targa, c'est-à-dire l'Oued, ou plus précisément même une canalisation, un canal. Et aussi
mélangés avec d'autres populations qui se servent de cet espace saharien, surtout les populations qui vivent du nomadisme ou du pastoralisme, comme les Peuls, par exemple, qui existent aujourd'hui. Ils peuvent être mauritaniens, ils peuvent être sénégalais, ils peuvent être maliens, ils peuvent même être camerounais. Je veux dire, c'est une population très dispatchée dans l'espace saharien et au-delà dans les tropiques également, parce que c'est une population qui, en Guinée, au Tchad, au Niger, je veux dire, ils sont nombreux comme les Touaregs. Ça, c'est les Peuls, ça. C'est les Peuls. Revenons au Sanhaja, s'il te plaît. J'allais dire pourquoi j'en parle, parce que... J'allais te le dire, pourquoi tu en parles? Oui, parce que pour le parler des Touaregs qui sont des Sanhaja ou des Znaga, leur parler est l'un des parlers amazirs qu'on croyait pur, que beaucoup de chercheurs croyaient qu'il était pur, c'est-à-dire il n'est pas impacté par d'autres langues. Or, le parler des Touaregs, il est très impacté par la langue des Hausa, les autres voisins qui sont aujourd'hui surtout au Nigeria, la langue des Peuls, la langue des Songhai, la langue des Bambara, parce qu'on les croyait isolés dans l'espace saharien et qu'ils... En fait, il n'y a pas de population isolée. Il y a pas de... Justement, le problème, c'est que dans la reproduction du savoir, des fois, on reproduit sans s'opposer... Peut-être sur une île, tu vas trouver des gens isolés. Bien sûr. Ouais. Non, personne n'est isolé. Il y a toujours des interactions. C'est pour ça que si on trouve des mots éthiopiens dans la langue amazigh ou l'inverse, il ne faut pas être étonné. Ou des mots Peul, ou Hausa, ou tchadien, etc., etc. Il y a des Hausa au Niger, je le sais, ça. Oui, Niger, Nigeria surtout. La majorité des Hausa, c'est des commerçants. C'est des buveurs du thé aussi, c'est très connu. On a le mot Hausa, il revient dans nos chansons gnawi aussi. Ils sont évoqués dans les chansons gnawi. C'est-à-dire c'est des populations historiquement associées à ce peuple de Sanhaja qui nous vient du Sahara pour nous donner la grande dynastie. Donc les Peuls sont des Sanhaja. Pardon? Les Peuls sont des Sanhaja. Non, c'est des voisins. C'est des voisins. Mais ils sont surnommés les oreilles rouges par leurs voisins, c'est-à-dire un peu mzanguin aussi. C'est parce qu'ils ne sont pas noirs. Donc le mot mzannag, déjà qui veut dire rougir, c'est un dérivé du muznaga. Les Sanhaja, qui sont les rouges, c'est-à-dire par la couleur de la peau, qui renvoie à cette population du Sahara. C'est comme le Hartaniyin, c'est des Hardan. Hardan, c'est une couleur d'abord, et ça ne peut pas signifier a priori un statut social ou une caste. Donc quand les Almoravides, au XIe siècle, se confédèrent, et d'ailleurs le nom des tribus de l'époque qui se confédèrent à la base pour nous donner la dynastie des Almoravides avant de commencer leur remontée vers le nord, c'est des noms de tribus qui existent encore aujourd'hui, par exemple au Niger et au Maroc. On a les Gdala et Gdalen, Gdal. Tu vois, c'est la racine du mot, il est là. C'est une tribu qui existe encore aujourd'hui au Niger. On a les Lemtouna et Lemmeidhan. Lamta, on a encore nous Lamta aujourd'hui, ça désigne une zone à côté des Fnik Gulmim. C'est Wednoun, normalement c'est nous Lamta. C'est-à-dire ça renvoie à cette... Donc quand on dit aujourd'hui Sanhaja, c'est une famille de tribus qui vient du sud. Absolument. Donc plutôt sombre de peau. Rouge. C'est-à-dire pas noir, pas blanc. D'accord. D'accord. Et oui, parce qu'on regarde, quand on voit la variété des couleurs, quand on voit la variété des couleurs des Marocains, je veux dire, on a énormément de nuances au niveau du blanc, mais bien sûr. Jusqu'au noir. Mais entre les deux, il y a énormément. On a ce qu'on appelle les bleus, zarqin. Il est noiro, mais il n'est pas tout à fait noir. C'est des nuances de couleur, mais qu'on ne renvoie pas forcément à un statut ou à une caste ou à une catégorie. Tu peux être blond, noir, appartenant à la même tribu, dans le même statut, il n'y a aucune différence de caste. Alors, donc, les Sanhaji sont des nomades. À la base. Donc, on va les trouver partout, en fait. Ouais. Donc, ils ne vont pas rester dans le sud. Non, quand une dynastie prend le pouvoir, il dispatche les siens partout. Aujourd'hui, on trouve un groupement tribal qui s'appelle Sanhaj al-Sraïr à côté de l'Husseima. C'est-à-dire, ce ne sont pas des donc à l'extrême nord du Maroc. Absolument. Et au-delà, je veux dire, c'est transversal. Je veux dire, quand on dit Sanhaja, c'est d'ici jusqu'à la Libye, voire même l'Égypte, jusqu'au Tchad, jusqu'au Mali. Mais qu'est-ce qui les lie? Qu'est-ce qui permet de dire ces Libyens aujourd'hui, au XXIe siècle, et ces gens al-Husseima, et ces gens Fouednoun, donc dans le sud du Maroc, sont de la même famille de tribus? Est-ce que c'est la langue? Est-ce que c'est quoi? La langue d'abord. La langue, justement, c'est ça les nuances par lesquelles on distingue un petit peu, parce que ce qui nous a bousillé un petit peu notre manière de voir les choses, c'est qu'à l'époque coloniale, quand les linguistes, les ethnologues arrivent,
ils commencent à nous crier ce qu'on appelle aujourd'hui là, ouais, le rifin, là, ouais, le kabyle, là, ouais, le shluh, là, ouais, ci, là, ouais, ça. On a créé énormément de catégories pour des raisons qui les regardent en tout cas. Mais au niveau des parlers, c'est les trois grandes familles. C'est-à-dire les Sanhaja, les Znaga, qui habitaient le Sahara, qui se sont dispatchés un peu partout. Depuis le temps almoravide, ils se sont dispatchés partout. On le retrouve aujourd'hui encore au Maroc, dans le parler du Moyen Atlas, dans le parler du Sud-Est et dans le parler du Sahara. C'est-à-dire la Znagia, où encore se parle très peu, certes, mais encore sur le fleuve Sénégal de Mauritanie, qui sont des Znagas, ils s'appellent Znagia. Mais est-ce que tu es en train de me dire que si tu me ramasses ce tome de l'Husseima, enfin Oui. ce Libyen et ce Sénégalais, Ouais. ils vont parler la même langue? Oui, avec du nuance toujours, parce que c'est Le fait qu'ils soient installés à l'Husseima depuis plusieurs siècles, ils gardent un accent très différent de l'accent de Tamazirt de Douaït d'à côté. C'est très distingué. ah bon? Ah oui, Targuistes, aujourd'hui, ils ont leur accent très différent de ce qu'on appelle, par exemple, l'accent de l'Husseima ou de Nador. Ils se distinguent par cet accent. Donc ça, c'est justement, des selon- Snahaja qui ont émigré vers le nord. Certainement, probablement depuis l'époque almoravide, et d'ailleurs les Wattassides, paraît-il, sont des Snahaja du Nord, qui se sont ralliés aux Mérinides et nous ont donné la dynastie mérinide. D'accord, d'accord. Mais non, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais Ah, il n'y a rien on sait que les d'extraordinaire, Mérinides sont des Natam, mais qu'est-ce qui fait que ce lien, enfin, qu'aujourd'hui, tu prends les zones et les tribus marocaines et tu dis, Hado Snahaja, Hado Machi Snahaja, etc. Comment on est capable d'être aussi précis après 1000 ans? Parce que les Almoravides, il faut le répéter, c'était il y a 1000 ans. Ouais. Voilà. Donc, si tu me dis les Almoravides ont pris le pouvoir, ils ont dispatché leur bureaucratie partout et les membres de leur clan un peu partout pour gérer un territoire grand, logiquement, tu dois en trouver à Séville, tu dois en trouver Certainement. des Snahaja à Séville, On des a Snahaja à Fès, à Tanger. Tout à fait. Mais on a un quartier de l'Amtiyin, Homt l'Amtiyin Fès. Lamta. Homt l'Amtiyin, il existe encore aujourd'hui à Fès. Oui, d'accord, mais ça, je comprends au moment où ils ont le pouvoir. Ouais. Maintenant, après 1000 ans, on peut imaginer que les gens traltougent chouïa, surtout dans les milieux urbains, par le Fès. Tout à fait. Voilà. Donc, tu vois ce que j'essaie de dire. Oui, oui. C'est de mettre en avant la limite de ce raisonnement, disons, les limites qu'on peut rencontrer dans ce genre d'analyse, quoi. Non, il n'y a pas de problème. Homt l'Amtiyin, ça veut dire que l'Amtiyin, les gens de Quel autre Lamta, Mac étaient à la base de la création de ce quartier. Par la suite, l'immigration, les mélanges, etc., il n'y a pas de problème. Mais ça nous donne juste un indicateur d'une base à un moment donné de l'histoire. Ça, d'un côté. Comment on peut caractériser ce Snahaja au niveau culturel? Au niveau de, pas forcément culturel, mais Besh Maroufin. Là, c'est la culture du Sahara, à la base. Toute la culture du Sahara et tout ce qui va avec. Que ce soit la manière de s'habiller, d'abord, il est toujours là, la manière de s'habiller. Le Mouled Tamin, depuis le Mourabitine jusqu'à aujourd'hui. Donc, la manière de s'habiller, pour aller vite, c'est le Sahraoui tel qu'on le connaît, avec le voile sur la... Avec le voile, à partir sur la bouche, quoi. de Rachidia jusqu'à Timbuktu, jusqu'à Bamako, si j'ose dire, on le reconnaît très facilement par son voile du désert qui est associé à la nature qui lui a imposé ce voile, en plus des représentations symboliques aussi, parce que pour les Touaregs, se couvrir la bouche, parce que la bouche est capable de sortir des immondicités, et donc vaut mieux la couvrir. C'est de la symbolique chez eux. C'est pas, on ne se couvre pas le visage comme ça gratuitement, mais Enfin, aussi ça permet aussi de se protéger du sable, non? Oui, d'abord. Très basiquement. Basiquement, mais aussi, en tout cas pour les Touaregs, c'est se couvrir un trou par lequel quelque chose d'immonde peut sortir. Aussi. C'est leur conception, c'est leur manière de voir les choses. Et peut-être ils n'ont pas tort là-dessus parce qu'on est capable de... Sauf que le voile n'empêche pas les horreurs de sortir de la bouche. Il faudrait quelque chose de plus... Oui, ça reste une métaphore parce qu'on est capable du meilleur et du pire. Mais la localisation, en tout cas, remonte à ce moment du temps almoravide où on a un repère dans l'histoire, quand ils ont constitué des confédérations tribales pour maîtriser le commerce transsaharien d'abord, au niveau de Gao, et ensuite ils sont remontés vers le nord, d'abord vers Sijil Massa, vers Armet, pour fonder Marrakech, et Bien continuer leur saga vers le nord et vers l'est, le temps d'un siècle.
Pour rester sur la langue, quelle est la langue aujourd'hui qui se rapprocherait le plus de Snaji? Au niveau du Maroc aujourd'hui, l'accent du Moyen Atlas, l'accent du Sud-Est, c'est un accent snaji qu'on distinguerait facilement de l'accent msmoudi qu'on appelle aujourd'hui tashlahit ou de l'accent znati qu'on appelle aujourd'hui tarifite, mais c'est absolument pas comme ça que les choses sont passées dans l'histoire. Ensuite, avec les acculturations, parce que on peut trouver dans le Moyen Atlas aujourd'hui des traces de groupements d'origine msmouda des Almohades ou des Znata des Mérinides. Comme dans le Nord, un espace des Znata par excellence, on a, comme on a dit, ce morceau d'Isnhaj Asraël côté terguiste, mais on a aussi un morceau qui s'appelle les Msmouda pas loin de Tétouan. D'accord. On a un groupement qui s'appelle comme tel. C'est-à-dire c'est des résidus, en principe, de ce moment historique. Où Ensuite, il a fallu une dispatcher le clan pour gérer le Absolument. territoire. Donc il y a une acculturation, un mixage d'accents, de langues. Des fois, ça peut nous donner carrément un nouvel accent, ou bien ces manières aussi dont on nuance les parler du Maroc, comme la Darija de Chamal, justement, de Jbala, elle est très nuancée par rapport à celle d'Oujda, etc., etc. Une histoire d'accent qui est due à ce mélange Bien des sûr. accents et des différentes manières de parler. Restons sur le côté culturel ou social. On dit, enfin, quand on se promène un peu dans la littérature, que les Snahaja accordent un statut un peu spécial à la femme par rapport à... Enfin, ça va être un des points d'achoppement entre les Almohades et les Almoravides. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler de la femme Snahaja? Tout à fait. C'est Ibn Battuta en est témoin d'ailleurs. Ibn Battuta, quand il est parti, je crois, il s'est arrêté quelque part dans l'actuelle Mauritanie, à Ouaddan. Il loge chez le Qadi, il raconte, il rentre avec le Qadi, il trouve la femme. C'est au début du voyage. Ouais, la femme du Qadi assise avec un homme à la maison. Et donc il les salue. Le Qadi salue sa femme, le monsieur. Ibn Battuta fait pareil. Il rentre dans la chambre et Ibn Battuta il raconte. Il dit au Qadi, c'est qui l'homme avec ta femme là? C'est un ami de ma femme. Et alors, ils ont affaire, ils vont discuter. Une fois ils terminent, ils vont nous rejoindre, t'inquiète pas. Mais non, c'est pas possible. Il faut même pas qu'ils rentrent en ton absence. Je dis, mais ça va pas la tête, ça, c'est vos histoires d'urbains là du Nord. Non, c'est hors sujet. C'est son droit d'avoir un ami qu'il connaît. Je veux dire, c'est ma femme, c'est la confiance entre nous qui compte. Mais il a le droit d'avoir des relations sociales, il n'y a pas de problème. Chez moi, c'est normal. Et jusqu'à aujourd'hui, on trouve ces traces dans le comportement, justement encore au Sahara aujourd'hui. La femme même qui, paraît-il, quand il divorce, elle fait la fête. C'est-à-dire, c'est l'image sociale, la construction sociale qui est en jeu entre le système nomade, le système sédentaire, le système citadin. C'est pour ça que les citadins, en général, qui paraissent les plus évolués au niveau de la mentalité, pourraient apparaître au fait complètement à l'inverse, c'est-à-dire les plus rétrogrades, pour ne pas dire conservateurs, c'est pas le mot, mais les plus rétrogrades au niveau des mœurs. Et c'est là que, éventuellement, on pourrait trouver des, des nuances ou Non, bien sûr, on est dans les généralités, on ne prétend pas poser des vérités incontestables. D'accord, revenons au Snahaja. Donc, on a parlé du mode de vie nomade, c'est ça. On a parlé de l'origine du Sud. On a expliqué que leur mode de vie et le fait qu'ils exerçaient le pouvoir il y a 1000 ans avec les Almoravides, Youssef Msechfine, Ould Ali, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils disparaissent de la scène. Non, bien sûr, bien sûr. Les Almoravides, ils perdent le pouvoir, par contre. Ils perdent le pouvoir et ils commencent le maraboutisme. C'est là que commence la sainteté, avant les Zaouïas. Les Zaouïas, c'est quelque chose qui va exploser avec la période Wattasside. On est au 15e, 16e. C'est à partir de ce moment-là que les Zaouïas vont commencer leur carrière. Mais un peu mérinide, non? Un peu avant ça. Oui, Wattasside, mérinide. C'est à partir de ce moment-là, c'est-à-dire ce moment de turbulence politique, la perte de l'Andalousie, etc., que les Zaouïas vont rentrer en scène. Mais entre le temps almoravide et les Zaouïas, on a 4 ou 5 siècles, c'est le temps de ce qu'on appelle Sadat, Sid, les Morabites, Marabouts, et qu'on appelle les Gurramen également dans la langue. Aujourd'hui, des fois, on les mélange, c'est pour ça qu'on a ces noms de famille qui renvoient à ce statut de Sadat, qui est un pluriel de Sid, et qui a une étymologie très précise, parce que dans la langue arabe, selon Ibn Mandour, le mot Sayyid à la base renvoie au chacal. Alors que... il a évolué. Non, Si. Justement, il a changé d'usage dans la langue arabe. Quand je dis à quelqu'un Sayyid, et attention, c'est pas le chacal. Attention, le féminin, c'est Sété. C'est un terme très ancien. C'est Fatma. C'était Fatma, par exemple, ou bien le mot utilisé chez les Égyptiens, ou bien même
une déesse de l'époque pharaonique qui s'appelle Sti. Donc regarde quand même, pour les linguistes, c'est un travail énorme, et ça c'est pas moi qui le dis, je veux dire c'est des travaux de recherche assez approfondis pour essayer de comprendre les étymologies, le sens du mot, parce que en général, chaque mot porte en lui-même la réponse de, comment dirais-je, de son sens. Et c'est un travail de linguiste sur le préfixe, le suffixe, la racine. Vous avez eu déjà M. Bensoukas qui avait parlé un peu de cela rapidement, mais pour les linguistes, c'est un métier à part entière. Et comment dirais-je, disséquer, décomposer un terme, essayer de comprendre les dérivés, comme par exemple ce mot snahaja znaga, taznart, c'est une déformation de mot znaga. Ça peut signifier aussi oasis. Certains disent non, le mot snahaja ou znaga signifie oasis. Oui, c'est un dérivé, il n'y a pas de problème. Ce poisson znagi qui a cette... c'est la dorade, non? C'est la dorade qui a cette couleur, qui renvoie à la couleur rouge. Le mzenneg, aznag, Sénégal, le fleuve Sénégal qui est à l'origine le fleuve des Znaga, la population amazighophone de Mauritanie qui habitait aux côtés du fleuve, et c'est les Français qui ont décidé de donner ce nom au temps de Faidherbe, vers 1860, de donner ce nom à l'État. Ça me fait toujours rire, moi, quand j'entends les Français ou n'importe quel peuple arrivé récemment ont nommé, mais les gens, ils avaient bien trouvé un nom pour leur fleuve, avant qu'ils arrivent, les Français. Il s'appelle le fleuve Znaga. Ben voilà, donc mais ils ont rien donné du tout. Ils ont donné ce nom-là des Znaga à tout un pays au sud du fleuve. D'accord. Pour reprendre un terme ancien qui s'appelle la Mauritanie, pour le donner à ce qu'on appelait, nous, le Shengit, et ainsi de suite. C'est-à-dire, ils ont repris le mot Soudan qu'on utilisait, nous, dans nos chroniques historiques. Ils l'ont donné à ce qu'on appelle aujourd'hui, au début, le Mali, le Soudan français, pour le distinguer du Soudan anglo-égyptien, qui s'appelle aujourd'hui un État qui s'appelle Soudan. Oui, bien sûr, mais cet État ne s'est jamais appelé Soudan, c'est un pays des Nubiens, un Nouba. Donc, tu vois quand même, dans les étymologies, dans le mot, dans les sens, dans les usages, on est à fleur de peau sur cette évolution historique pour qu'on puisse détecter, comprendre un document dans le passé quand il parle d'une zone donnée. Il faut absolument faire attention sur la terminologie, etc. Ça nous aide à comprendre l'évolution d'un groupement donné. Dans l'évolution, tu m'as demandé tout à l'heure, mais est-ce que ces populations restent fixes? Oui, les Snahaja sont toujours restés au désert, au Sahara, et ils ont eu une extension vers le nord. Ils ont continué à exercer le pastoralisme comme les Aït-Atta ou les Zayan. Ils ont continué dans l'élevage comme métier de base. Zayan, c'est des Snahaja? C'est des Snahaja également. Tout le Moyen-Âge, c'est des Snahaja également. Snahaji, c'est un Snahaja? Oui. Snahaji, le chanteur. Oui, ça donne le nom de famille d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a de Snahaji aujourd'hui au Maroc? Ces zones du Moyen Atlas et du Sud-Est, qu'on appelle aujourd'hui Non, je ne parle pas des zones. Je parle de la culture populaire marocaine. Ahidus, tiens, un élément de distinction. Ahidus se trouve chez les groupements Snahaja. D'accord. Voilà. Ahwash, chez les groupements Msmouda. D'accord. Tu vois, ça c'est clair et net. Hein. Okay. Ça c'est clair et net. Dès que tu trouves Ahidus, c'est... Au niveau de l'artisanat, par exemple, qu'est-ce qu'on a de Snahaji? Le plus connu, c'est l'artisanat du Sahara, qui est un artisanat touareg avec Nqra, une manière précise de travailler Nqra, qui est toujours là aujourd'hui, très ancrée. Une manière de travailler les cuirs aussi. Le vocabulaire aujourd'hui qu'on trouve dans le Hassaniya, par exemple, sur le relatif au dromadaire, au déplacement, l'attente, le système de mouvement dans l'espace, il est entièrement znagué qui remonte... C'est un réservoir... Znagi, voilà un autre nom de famille. C'est un réservoir de cette langue ancienne Snahajia qui demeure dans un vocabulaire du nomadisme au niveau du Sahara. Est-ce qu'on a des plats Snahaji, de la nourriture? C'est plutôt lié... Oui, c'est comme la nourriture de partout. Il y a une nourriture, il y a un mets qui a disparu plus ou moins et qui était très essentiel dans la nourriture, c'est le mil. Alors, il existe encore au Mali, au Sénégal, ils en font... C'est une céréale, ça? C'est une céréale, ils en font une variété de couscous, de chicha, de soupe, etc. Chez nous, il a disparu. On appelle ça en arabe dokhn. En fait, c'est une déformation de... ou illan.
Mais il se trouve encore chez l'Atal, c'est devenu une sorte de produit rare parce que ça ne se cultive plus. Et je soupçonne que le maïs, avec son arrivée des Amériques via l'Europe, etc., l'a complètement éliminé dans notre alimentation qu'on avait l'habitude. On a switché du mil vers le maïs. À côté, bien sûr, de l'orge. Moi, j'étais surpris, pour rester dans l'alimentation, que les Almoravides ne mangeaient pas de pain, en fait. Le nomade encore, parce que le pain, ça reste... D'ailleurs, on a 14 catégories de pain minimum, 14 catégories. Et les nomades ont un système de fabrication de pain, mais il n'est pas quotidien, pas comme les sédentaires, ou surtout les sédentaires ou les urbains. Problème logistique, ça. Oui. Et donc, une soupe, une acéda, un couscous, c'est plus pratique. D'ailleurs, le couscous, le mot générique pour désigner celui de Zra al-Belboula ou bien de l'Gmah, qui est à l'origine celui des cérémonies, mais pas celui de tous les jours ni de toutes les semaines. Le couscous était un mets quotidien chez les gens, et pas le couscous fastueux avec beaucoup de légumes, 1 ou 2 légumes, pas forcément de la viande, et c'est un élément de base des nomades, des pasteurs, des sédentaires, jusqu'à récemment. C'est la base d'alimentation. C'est-à-dire jusqu'aux années 50, parce que faire un couscous, c'est le soir, pas à midi, quand toute la famille est réunie, parce que la journée... J'ai toujours pensé ça. Je me suis toujours dit qu'un couscous à midi était une menace pour le reste de la journée. Oui, il faut faire la sieste après. Exactement. Et j'étais aussi très surpris d'apprendre dans un bouquin sur les pirates on les appelle les pirates, on ne va pas refaire tout le podcast, mais disons les entrepreneurs de la violence sur mer, comme dit Madame Mzienne, avaient sur les bateaux, pour faire leur raid de plusieurs semaines, Kekloukskso, c'est vrai. Oui, c'est le mets le plus pratique. Et quel que soit le nombre, on peut y manger tous. C'est pas comme un tagine. Un tagine, on peut faire un tagine pour 2, on peut en manger à 4. Ça passe. Mais à 5, 6, ça devient pratiquement inutile. Alors que le couscous, on peut faire un couscous pour 2, mais on peut en manger à 10. Ça sera le mot de la fin sur les Sanhaja. Merci, Mustapha. Merci à vous. Et c'est pas fini, ne vous éloignez pas, restez connectés. Il y a d'autres choses qui arrivent sur Radio Ma'arif. Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.